on va organiser probablement en juin une journée d'études sur la bioéthique, finalement, je me suis dit que le mieux, je travaille par ailleurs et que c'est quelque chose à la fois de très présent et finalement de très mal compris. Je me suis dit que j'allais reprendre la question et présenter en 4 séances une sorte d'introduction à la bioéthique qui passera par, je dirais, son problème philosophique principal. Aujourd'hui, en quelque sorte, c'est son épaisseur, en quelque sorte, historique et juridique aussi dans les lois de bioéthique. Que signifie exactement cette étrange, d'ailleurs, expression qu'il y ait des lois de bioéthique, même une loi de bioéthique, et même une loi révisable de bioéthique. Qu'est-ce que c'est qu'une éthique qui est décidée par la loi et qui est changée par la loi ? Comme vous le savez, on pourrait même résumer les controverses sur la bioéthique en disant que pour certains, les lois de bioéthique ne sont pas assez éthiques. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une éthique qui est décidée à la majorité, par un vote dans une assemblée? Est-ce que c'est ça l'éthique? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas des normes éternelles? Puis il y a des gens qui pensent que c'est déjà beaucoup trop d'éthique, que en fait la loi gère le droit, les relations entre les gens, et qu'il n'y a pas forcément besoin de faire appel à des normes. Bon, ce malentendu sur la bioéthique, et qui peut donner lieu à en fait, des malentendus qui a l'air de rien, mais qui évidemment peut donner lieu à des conflits très violents, voire des guerres civiles. Ce malentendu, il faut le lever et il faut réfléchir à ce que la bioéthique en elle-même et pourquoi finalement il n'est pas si absurde qu'elle se traduise par des lois et même par des lois révisables. Comme vous le savez, il y a depuis 2004 en France une loi qu'on appelle la loi relative à la bioéthique qui ramène divers sujets entre eux, dans un ensemble, et qui a programmé sa révision. Au début, c'était dans un délai de 5 ans, et elle devait être révisée donc, pour 2009. Elle a pris 2 ans de retard, donc ça a été la loi de 2011, qui, elle, programmait sa révision après un délai de 7 ans. Et là, dans un certain sens, on est encore dans les temps, puisque tant que l'année 2018 n'est pas terminée, il y a une petite chance que ce délai soit tenu. Donc, mais qu'est-ce que c'est qu'une loi révisable? Là aussi, chez les juristes, c'est intéressant, vous trouverez les 2 analyses. Des gens qui pensent que c'est un progrès dans l'idée même de droit, de loi. Et vous avez certains juristes qui parlent de loi expérimentale, donc des lois qui proposent des principes et qui ensuite évaluent les effets de ces principes sur l'expérience, sur le terrain, qui en fonction du retour d'expérience peuvent changer la loi. Donc c'est l'image d'une loi expérimentale. En un certain sens, c'est contradictoire avec l'idée de loi en apparence. Donc pour certains, c'est un progrès, pour d'autres, c'est une fragilisation de la loi. Et donc la question, c'est de savoir un petit peu qui a raison, qui a tort de ce point de vue-là. Mais pour le savoir, il faut justement repartir du problème de la bioéthique. Alors comme j'avais annoncé en fin d'année dernière un travail sur quelque chose d'apparemment tout à fait différent, qui portait sur la notion de cas en éthique médicale et la philosophie à l'hôpital. Mon propos, ça va être, dans les 4 séances, d'essayer de présenter aujourd'hui, alors peut-être d'une manière un peu ramassée, même si j'ai déjà quelques petits textes à vous distribuer que je voudrais analyser dans un deuxième temps de la séance d'aujourd'hui. Le problème philosophique général de la bioéthique, tel que je le comprends. Dans les 2 prochaines séances, j'essaierai de présenter la question des lois de bioéthique en France, le problème tel qu'il a pris forme en France. Et dans la 4e séance, je prendrai quelques cas. Et ça tombe assez bien parce qu'il y a des problèmes bioéthiques qui répondent plutôt appellent plutôt un traitement sous forme de loi générale. C'est le cas particulier de la procréation assistée, par exemple, ou des lois sur l'utilisation des données de santé. Et il y a des cas, c'est le cas de le dire, de problèmes qui relèvent plutôt de questions de l'ordre du cas individuel, même s'ils imposent aussi un détour par la loi. Et d'ailleurs, des lois qui ne sont pas toujours dans ce qu'on appelle la loi de bioéthique. En fait, la loi dite de bioéthique ne couvre pas tous les sujets relevant du concept de bioéthique, de l'idée de bioéthique.
Et en particulier, la loi sur la fin de vie, comme vous le savez sans doute, ne fait pas partie de la loi de bioéthique. Plutôt, elle est révisée indépendamment de la loi de bioéthique. Mais évidemment, pour certains, la fin de vie relève du problème de la bioéthique. Est-ce que la fin de vie relève de la bioéthique? C'est une question. Les yeux, elle en relève par un aspect très précis, qui est la question de la décision d'arrêt de traitement. De ce point de vue-là, en un certain sens, selon l'idée que je vais essayer de présenter de ce que signifie le problème de la bioéthique, en effet, la fin de vie relève de la bioéthique, mais on ne peut certainement pas dire que la fin de vie relève de la bioéthique sans préciser ce que signifie la bioéthique et ce que signifie la fin de vie. En fait, évidemment, il faut se donner une définition des deux termes, mais il y a un indice déjà qui a un lien entre les deux, c'est leur apparition simultanée dans le paysage historique et philosophique. Et la notion même de fin de vie, au fond, est récente, est liée certainement à un type de problème qui est le même type de problème que celui qui justifie l'apparition, elle aussi récente, de la notion de bioéthique. Donc en un certain sens, il y a un effet de contexte qui montre bien que fin de vie et bioéthique ont quelque chose à voir, et à mon avis, c'est le cas. Mais si on disait par exemple la question de la mort relève de la bioéthique, on ferait sourire et on aurait raison. La question de la mort, on n'a pas attendu la bioéthique pour être traité. Et c'est une question éthique, métaphysique, tout ce qu'on veut, politique, etc. Mais c'est pas la question de la mort en tant que telle qui relève de la bioéthique. C'est sans doute quelque chose dans la question de la fin de vie, et peut-être même pas toute la question de la fin de vie. Et la question, c'est de savoir quoi. Et c'est pourquoi on a vraiment besoin de comprendre ce qu'il faut entendre par bioéthique, à supposer qu'on puisse entendre quelque chose de consistant sous le nom de bioéthique, ce qui n'est pas non plus évident. Mais ce que j'essaierai de soutenir. Donc, parce qu'encore une fois, vous allez, et heureusement, il y a, et en France aussi, la France est le pays de la loi de bioéthique, mais c'est aussi le pays de la controverse sur la bioéthique. Hein, il y a beaucoup de gens qui pensent que la bioéthique est un rideau de fumée qui masque des choses plus ou moins à critiquer ou à soupçonner, ou bien au contraire que c'est une sorte de... Oui, c'est un paravent, mais pour des choses qui peuvent être très différentes selon le type de critique qu'on adresse à la bioéthique. Hein. Ça peut masquer toutes sortes d'intentions ou d'effets de pouvoir. L'imperfection même de la bioéthique, son chantier permanent, en quelque sorte, semble encore une fois aller dans le sens de ces critiques, à moins que ce soit exactement le contraire et que précisément c'est le côté en chantier de la bioéthique qui fait sa singularité et son intérêt. Et moi, c'est évidemment ce que je vais essayer. Ah, évidemment. En tout cas, c'est ce que je voudrais essayer de montrer. Proposer une hypothèse sur la bioéthique qui montre précisément sa spécificité et son épaisseur propre, et dans sa spécificité, ce côté de chantier et de construction, j'allais dire, on pourrait dire aussi humaine et politique aussi, que la bioéthique est en fait une construction politique, bien plus qu'éthique. Hein. J'essaie de dire pourquoi tout de suite. Et ce n'est pas un reproche à lui faire, mais au contraire, à la fois simplement une analyse nécessaire à lui appliquer, et je dirais aussi un hommage à lui rendre, en un certain sens, sans en attendre plus que ce qu'elle prétend donner. Donc voilà un petit peu le programme. Et aujourd'hui, donc, dans cette séance d'introduction, je me propose 1 heure à peu près de présentation générale. Ensuite, au passage, je vous distribuerai un petit échantillon de texte historique que j'aurai situé, et puis un moment de discussion. Et puis à partir de la semaine prochaine, on entrera vraiment dans le vif du sujet sur la construction de la catégorie bioéthique en France en particulier. Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre par bioéthique ? Ce que je voudrais souligner, c'est que, à mes yeux, la bioéthique ne désigne pas quelque chose de simple, c'est-à-dire, par exemple, une éthique appliquée à des problèmes vitaux ou médicaux. Hein, comme si on avait d'un côté des problèmes purement médicaux,
j'allais dire des problèmes de premier degré, on pourrait presque dire, je vais y revenir, des problèmes d'éthique médicale, simplement, en quelque sorte, et puis pour les résoudre, une éthique, c'est-à-dire une philosophie morale générale qui serait disponible a priori et qu'on suffirait d'appliquer à ces problèmes vitaux. La bioéthique n'est pas, à mes yeux, une éthique appliquée. Pas une éthique appliquée au vivant, c'est-à-dire avec tous les présupposés que ça comporte, l'idée encore une fois, d'une éthique existant au préalable et de problèmes médicaux qui ne conviendraient pas compliquer en quelque sorte cette question éthique. Alors, la bioéthique reste pourtant une éthique, et qu'est-ce qu'il faut entendre par éthique ? C'est-à-dire c'est un ensemble de principes permettant de justifier des choix dans une action qui comporte plusieurs possibilités. C'est ça l'éthique, c'est-à-dire si vous avez quelque chose à faire et que vous avez plusieurs possibilités, vous avez un choix, et si vous avez un choix, et bien le propre d'un être comme l'être humain, c'est d'argumenter un choix par opposition à un autre, et c'est pour ça qu'on fait appel à des principes, et c'est ces principes qu'on appelle une éthique, quelque chose qui justifie des choix. Et on pourrait croire que c'est ça la bioéthique, c'est-à-dire voilà, j'ai un problème de choix, est-ce que je dois faire ceci ou cela, interrompre les traitements de monsieur ou de madame un tel ou une telle, et alors là j'ai une éthique, je fais ci et je fais ça. Bon. Donc oui, en un sens, c'est quand même ça la bioéthique. Donc il y a un peu d'éthique appliquée quand même, mais ça n'est pas seulement ça. À mes yeux, la bioéthique, de manière tout à fait inévitable, repose sur des contradictions entre des éthiques, ou entre des positions éthiques toutes légitimes, des contradictions qui font que la bioéthique est toujours une éthique au second degré, une éthique qui vient en quelque sorte, ou une démarche, ne l'appelons pas pour l'instant éthique, mais c'est quand même une éthique, au sens général que j'ai vu, une démarche, disons, qui vient non pas arbitrer, mais encadrer des conflits éthiques, des conflits entre des éthiques, et non pas simplement appliquer des éthiques à des problèmes qui ne poseraient, justement, n'obligeraient pas à cette autre dimension de réflexive ou critique, en quelque sorte. Et c'est pourquoi aussi, on pourrait dire, vous allez très vite comprendre ce que je veux dire par là, c'est pourquoi la bioéthique est toujours, de manière inévitable, politique. Et la bioéthique est un ensemble de règles et d'institutions qu'on établit ou qu'on accepte ou qu'on met en discussion pour régler le conflit entre les éthiques. S'il n'y avait qu'un problème d'éthique appliquée, vous n'auriez pas besoin de loi de bioéthique. Vous auriez besoin que les médecins, par exemple, soient juste des êtres vertueux et moraux, qu'ils appliquent leur éthique. C'est ça l'éthique, c'est par opposition à la morale. La morale, on pourrait dire la morale, c'est un ensemble de principes, précisément. On peut appliquer... c'est un ensemble de principes qu'on doit justifier pour eux-mêmes, c'est la conception du bien. Bon. Et puis l'éthique, c'est le fait de l'appliquer dans la vie. C'est la vertu qui applique la loi. Bon. La loi sans la vertu n'est rien, et la vertu sans la loi n'est pas grand-chose non plus. C'est-à-dire qu'il faut des principes, c'est la morale, et il faut les appliquer, c'est l'éthique. Alors, si c'était ça la bioéthique, on n'aurait pas besoin de loi, on aurait juste... Il ne faudrait même surtout pas de loi. Il faudrait dire aux médecins, soyez des êtres justes, et puis bon, voilà. Et puis vous serez puni si vous n'êtes pas bon. On peut à la rigueur introduire une sorte de code, et il y en a de déontologie par exemple, et en un sens la bioéthique va commencer en un certain sens par des codes médicaux, mais elle ne s'y réduit pas. Et donc ce qu'on appelle la bioéthique, c'est quelque chose en apparence d'un peu plus compliqué, mais ce que je voudrais souligner, c'est que cette complication de la bioéthique qui fait son importance. C'est précisément cette complication de la bioéthique qui fait sa force, et qui même, je dirais, c'est parce qu'elle est une éthique au second degré qu'elle nous apprend quelque chose sur notre vie. Donc, c'est pas parce qu'elle est compliquée qu'elle est non plus abstraite. C'est sa complication qui fait aussi son importance concrète pour notre vie. Donc cette complication ne veut pas dire qu'elle est une sorte de construction fumeuse
pour des gens qui couperaient les cheveux en quatre, ou des députés, ou des États démocratiques qui se payeraient le luxe de discuter au Parlement de bioéthique pendant que le monde s'écroule. C'est pas du tout le cas, c'est quelque chose, je pense, qui est plutôt une construction, certes au second degré, mais absolument vitale pour les êtres humains. Donc c'est pas un luxe. C'est pas parce que c'est compliqué que c'est un luxe. Au contraire, c'est un besoin. Mais je dirais presque jusqu'à dire que la bioéthique est un besoin vital des êtres humains. Mais voilà, tout en étant quelque chose de très compliqué. D'où le fait qu'on a un besoin vital de lois un peu compliquées qu'il faut remettre sur le métier tous les 5 ans, tous les 7 ans, ou comme on peut, ou comme on ne peut pas, enfin bon. Et donc, ce que je voudrais dans cette introduction, c'est distinguer 2 ordres principaux de contradictions inévitables qui sont les objets de la bioéthique, et comment c'est par là qu'elle rejoint les choses les plus simples, y compris l'éthique médicale, et non pas directement. Donc je voudrais dégager d'abord un premier ordre de contradiction. Et ce premier ordre de contradiction qui définit à mes yeux la bioéthique, c'est sa définition la plus courante d'ailleurs, c'est ce que j'appellerais des contradictions entre des éthiques étant en donnant une première précision au sens du mot éthique, c'est-à-dire j'entendrais par éthique dans ce premier sens, j'appellerais une représentation de la vie humaine et de son sens. La bioéthique repose sur des contradictions entre des éthiques comme représentation de la vie humaine, du sens de la vie comme vie humaine. Bon. Et mais ça n'est que le premier sens, on verra le premier type de contradiction entre des éthiques que la bioéthique est chargée de venir réguler. Alors, pourquoi est-ce que surgit ce problème et pourquoi est-ce qu'on l'appelle un problème bioéthique ? C'est très simple et maintenant il faut entrer un peu dans l'histoire du mot en quelque sorte. Pas tout à fait dans son origine, mais dans l'usage concret du mot, disons, depuis une trentaine d'années dans le monde occidental. La bioéthique désigne en effet très largement les problèmes éthiques suscités par les techniques biomédicales. Problèmes éthiques suscités par les techniques biomédicales. C'est une des définitions les plus classiques de la bioéthique. Même si ça n'est pas la toute première, le mot apparaît en 1970, et je citerai le premier sens qu'il prend tout à l'heure. Mais disons que le sens que vous trouvez, si vous ouvrez le très beau que sais-je sur la bioéthique écrit par Didier Sicard, c'est ce que vous trouverez. Si vous regardez ce petit volume, Qu'est-ce que la bioéthique chez Vrins, c'est ce que vous trouverez. Quel que soit le livre de bioéthique, ou le traité de droit de la bioéthique, j'en ai apporté un aussi ici d'ailleurs, que je citerai tout à l'heure, le droit de la bioéthique, vous trouverez cette définition. La bioéthique, ce sont les problèmes éthiques suscités par les techniques biomédicales. Bon. Mais cela, encore une fois, ne suffit pas, car si on entend que cela par bioéthique, d'une certaine manière, on retrouve, et c'est souvent le cas, la conception de la bioéthique comme éthique appliquée. C'est-à-dire que vous avez une nouvelle technique qui ouvre de nouveaux choix. Est-ce qu'il faut faire ceci ou cela ? Est-ce qu'il faut faire des bébés comme ci ou comme ça ? Puisqu'on peut, bon, s'il faut le faire. C'est pas évident. Ce serait juste une éthique appliquée. En fait, le problème le plus profond de la bioéthique ne se ramène pas à ce sens-là des problèmes créés par les techniques biomédicales. Pour moi, la question de la bioéthique surgit quand une technique, en effet biomédicale, c'est-à-dire surgit dans la recherche sur le vivant, dans l'horizon de la médecine, dans l'horizon du soin, c'est ce que veut dire bio, c'est une technique biologique, en fait, conçue au départ dans une optique de soin, bien sûr, ça veut dire biomédicale.
Le problème de la bioéthique surgit quand une technique biomédicale nous oblige, et je dis bien nous oblige, à nous représenter de façon explicite des dimensions que j'appellerais volontiers ultimes de la vie humaine. Et à recourir pour cela à une conception générale du sens de la vie. Par exemple, on peut concevoir des bébés désormais autrement que de la manière dont les hommes et les femmes les ont toujours conçus, hein, et en passant par des éprouvettes plutôt que par la sexualité, et en passant par des tiers de toutes sortes, des institutions médicales et sociales, des tiers divers et variés, des donneurs, des porteuses, on peut faire tout ça. Ce que ces techniques, et il y en a d'autres, hein, on peut évidemment découper le génome humain, transformer entièrement le génome d'une espèce, faire disparaître une espèce de la Terre, et cela aussi pour soigner. Par exemple, on peut éradiquer par le CRISPR une espèce entière de moustiques porteurs d'une certaine maladie. Donc, c'est pour soigner les êtres humains qu'on va appauvrir la biodiversité. Bon. Ce que d'abord produisent ces techniques, c'est nous obliger à nous représenter des dimensions ultimes de la vie humaine, des dimensions qui donnent sens à la vie humaine et qu'il appartient à la vie humaine, à qui il appartient à la vie humaine de donner du sens pour être une vie humaine. C'est-à-dire que la vie humaine n'est pas seulement le fait d'avoir des enfants, de manger, de se reproduire et de mourir. La vie humaine consiste dans le sens que l'on donne à ces opérations ultimes. Et c'est ce sens général qu'on donne à ces opérations ultimes qu'on appelle aussi une éthique, ou parfois une culture, dont relèvent aussi les religions et les philosophies, ce que certains philosophes appellent des doctrines compréhensives de la vie, dans lesquelles il n'y a pas véritablement d'êtres humains. Tout être humain a une culture, en quelque sorte, se situe dans un ensemble symbolique qui donne sens, précisément, à ces actes biologiques, la différence entre l'homme et la femme, l'enfant et le parent, la vie et la mort, l'homme et l'animal, le vivant et le non-vivant, les vivants entre eux, etc., etc. Il se trouve que, d'une certaine manière, le propre de la culture est d'être toujours globale et implicite. En principe. Ça ne veut pas dire qu'elle est naturelle, elle reste culturelle, mais elle se présente comme naturelle, comme une seconde nature, précisément parce qu'elle est globale et implicite. Pour chacun, sa culture est une nature, en quelque sorte. Pas revenir sur la distinction nature-culture en général, mais néanmoins, ça se présente comme ça. Or, certaines techniques médicales nous obligent à expliciter ces cultures implicites et à les invoquer, les convoquer pour justement répondre à la question du choix. Est-ce qu'il faut faire ceci ou cela? Est-ce qu'il faut faire des enfants comme ceci ou comme cela? Est-ce qu'il faut faire mourir comme ceci ou comme cela? C'est en ce sens que la question de la fin de vie relève de la bioéthique en ce sens-là. Pourquoi? Parce que, comme je disais, ce n'est pas la question de la mort qui est bioéthique. Ce qui est bioéthique au sens que je suis en train de dire, c'est le fait que certaines techniques, par exemple de prolongation de la vie, dans des situations où sans la technique, la nature, entre guillemets, entraînerait la mort, disons, les techniques d'avant ne permettraient pas d'éviter la mort, hein, certaines techniques ouvrent de nouveaux choix qui eux-mêmes ont quelque chose d'ultime. C'est-à-dire, par exemple, ça ouvre le choix entre la mort et le pire que la mort. On peut considérer que la question de l'acharnement thérapeutique ne se pose que dans certaines situations thérapeutiques assez nouvelles, au sens où il y a toujours eu sans doute ce genre de choix dans l'espèce humaine. Hein. Il y a toujours eu finalement un pire que la mort. Il vaut mieux, certains hommes ont toujours fait le choix, ont toujours été confrontés à ce choix, qu'il y a toujours eu quelque chose d'ultime, mais la nouveauté, c'est qu'il est désormais produit par des dispositifs techniques médicaux comme tels. Pourquoi je dirais d'une certaine manière que la question de la fin de vie n'est bioéthique que par la dimension de l'arrêt de traitement.
la question du traitement étant la dimension technique nouvelle qui pose des choix qui eux-mêmes obligent à expliciter les valeurs, comme disent certains, au nom desquelles on fait ces choix, et qui donc obligent à expliciter notre éthique. Et non seulement à expliciter notre éthique, mais suscitent des conflits entre éthiques. C'est-à-dire, c'est là que vous avez le premier ordre de conflit, hein, qui est une contradiction entre les éthiques. Car dès que vous avez un choix à faire au nom d'une culture d'ensemble, au nom d'une doctrine, eh bien il se trouve que vous n'en avez jamais une seule. Déjà, c'est une sorte de fait anthropologique qu'invoquent toujours les théoriciens de la démocratie, et ils ont raison. Par exemple, John Rawls, le théoricien de la théorie de la justice, qui est moins connu pour ça que pour la théorie de la justice, mais qui a une analyse très forte de l'idée que la démocratie est un régime pluraliste en manière de doctrine, précisément parce que l'être humain est un être qui rationnellement engendre de la pluralité de doctrines. C'est-à-dire qu'en réalité, le cœur du problème de la bioéthique, c'est aussi que, on pourrait le résumer en disant, l'éthique n'est pas une science. L'éthique est une construction rationnelle de l'être humain pour donner à son sens, un sens à sa vie, tel que, et ça c'est intéressant, c'est amusant, il y a des passages très drôles de Rawls là-dessus, tel que, quelle que soit la situation, il y en aura toujours plusieurs possibles. Les êtres humains sont nécessairement pluralistes. Vous mettez deux êtres humains ensemble, ils n'auront pas la même éthique, ils vont discuter, ils ne seront pas forcés, ils ne seront pas d'accord. Pourquoi, même quand on se situe dans un régime ou un pays qui prétend n'avoir qu'une seule doctrine, par exemple qu'une seule religion, elle va aussitôt se scinder, il y aura des hérésies, il y aura des gens qui ne sont pas d'accord. Et c'est pourquoi les démocraties sont nées en Europe du problème des guerres de religion, c'est-à-dire d'une division à l'intérieur du christianisme. Et la question de la tolérance a ouvert la question de la démocratie, et j'allais dire, non pas l'inverse en un certain sens, inséparable. Donc, de telle sorte que la question de la bioéthique, l'obligation d'une bioéthique, c'est une double obligation. C'est une obligation faite par la science d'expliciter des cultures globales, le sens de la vie, et c'est une obligation dans un contexte social et politique, et en particulier dans un contexte social et politique démocratique, d'éviter que cette explicitation des cultures et des normes éthiques ne devienne une guerre. Donc il y a une double obligation. Il y a une obligation de sens et une obligation de paix, en quelque sorte. Il faut à la fois donner sens à ce que font les techniques et en même temps éviter que ce soit une source de guerre. Or, ça peut devenir une source de guerre, puisque ça oblige à expliciter. Et la paix civile, la tolérance est construite sur un certain nombre de choses. Et voilà qu'il y a une technique qui vient dire, voilà, maintenant, vous pouvez avoir des enfants sans passer par la sexualité, que vous soyez deux femmes, deux hommes, une femme seule, un homme seul. Vous pouvez, c'est possible. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un enfant? Et là, les gens ne sont pas d'accord. Et là, si les gens ne sont pas d'accord, c'est pas sur des petites questions qui n'engendrent pas des passions, c'est sur des questions globales et majeures sur le sens de la vie. Donc, voilà. Et donc l'espace de la bioéthique, c'est cet espace de coexistence des discours sur des questions en effet engendrées par des techniques biomédicales qui touchent au cœur du vivant humain. Et donc, c'est ce que j'appellerais, c'est le premier espace de la bioéthique dans nos sociétés démocratiques. C'est ce qu'elle désigne principalement aujourd'hui. Et donc, au fond, ça vous dit déjà pourquoi il y a des lois de bioéthique. Tous les pays n'en ont pas. Hein. La France a décidé d'en baptiser une en 2004, loi relative à la bioéthique. Bon. Mais c'est la construction d'un espace de discussion démocratique autour d'un consensus minimal possible entre les éthiques raisonnables, comme disent les théoriciens
la démocratie sur des questions imposées par l'état des sciences biomédicales à l'instant T. Ça vous dit aussi déjà pourquoi la loi de bioéthique doit être révisable. Il y a deux raisons de sa révisabilité. Il y en a une qui ne pose aucun problème, qui ne fait pas du tout controverse, et il y en a une deuxième qui fait controverse. Il y a une raison évidente, c'est que les techniques surgissent, sont imprévisibles, sont nouvelles. Donc, comme les techniques changent, il faut des nouvelles lois pour des nouvelles techniques. Ça, c'est la raison que tout le monde accepte. Bon, personne ne conteste le fait qu'il y a des nouveaux problèmes qui surgissent avec des nouvelles techniques, et que, par exemple, le jour où on pourra découper notre génome pour 10 €, il faudra décider ce qu'on fait avec. Est-ce que ça nous dit de nous-mêmes, et si on peut le faire pour guérir, ou aussi pour faire ceci et cela, pour sélectionner les êtres humains comme ci et comme ça. Donc ça, personne ne le conteste. Ce qui est très contesté, en revanche, mais qui pourtant est l'autre raison réelle de l'évolution de la bioéthique, c'est le fait que les doctrines évoluent, ou que l'état du débat social entre les doctrines évolue parallèlement au sujet de bioéthique et en partie indépendamment des sujets de bioéthique. Et ça fâche les gens. C'est-à-dire, comment se fait-il que l'état des mœurs d'une société influe sur des questions de bioéthique ? Par exemple, il y a des lois sur des sujets tout à fait différents, et voilà que boum, ça revient sur les sujets de bioéthique. En réalité, les éthiques ne changent peut-être pas, mais le débat social a une histoire malgré tout, et donc il y a aussi une évolution du débat social qui ne veut pas dire cependant qu'il n'y a pas de règles de bioéthique et qu'il n'y a pas surtout de catégories, et même de catégories, je dirais presque de catégories fondamentales de la bioéthique. Au fond, il y a une évolution de la bioéthique, mais il y a aussi un cadre. Et il y a même un cadre très solide. Et en fait, en France, il est assez solide, même s'il évolue, et il n'évolue pas seulement dans un sens, etc. Mais en tout cas, voilà le premier problème de la bioéthique. Donc voilà pourquoi vous ne pouvez pas seulement dire la bioéthique est une éthique appliquée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, voilà, maintenant on peut faire des enfants comme ça, j'applique mon éthique, et puis j'ai fait mon traité de bioéthique. Eh bien non. Et c'est pourquoi la bioéthique relève autant du politique et du juridique que de l'éthique. C'est une éthique au second degré. Et d'une certaine manière, c'est ça qu'on appelle avant tout bioéthique. Maintenant, aujourd'hui. Mais en même temps, il y a un deuxième sens de la bioéthique. Et ce qui est amusant, c'est que ce deuxième sens de la bioéthique est maintenant présenté comme le premier. Comme s'il y avait un effet rétroactif de la notion. Mais en réalité, c'est pas un hasard selon moi, c'est parce que ce deuxième sens de la bioéthique est en réalité encore plus important que le premier. Et comme ça que je le présenterai maintenant, en disant que ce deuxième sens de la bioéthique est en fait celui qui permet de sortir des apories du premier, des impasses du premier. Parce que si on s'en tient au premier sens de la bioéthique, en fond, c'est l'organisation de la tolérance démocratique, c'est-à-dire, ok, vous pensez que l'avortement est un crime contre la vie, mais ne l'imposez pas à tout le monde. Ou bien vous pensez que on peut avoir des enfants en passant par une mère porteuse, ok, mais là aussi, vous vous heurtez peut-être à un problème. Donc, il y a la question du consensus démocratique entre les doctrines. C'est une question, mais c'est pas la seule, et c'est peut-être même pas la plus importante. Pour moi, la véritable contradiction que vient traiter la bioéthique, c'est pas la contradiction entre les représentations de la vie humaine, c'est la contradiction qui est très paradoxale entre les acteurs de la vie humaine, et je dirais entre les acteurs de la vie humaine dans la médecine elle-même. Dans la médecine comme démarche éthique. Et c'est ça qui est très curieux. C'est-à-dire que on ne peut en effet pas comprendre la bioéthique sans passer par l'idée d'éthique médicale. Et l'idée d'éthique médicale, et c'est pour ça que la biomédecine a surgi d'ailleurs, qui est très très simple. L'éthique médicale, c'est Hippocrate, c'est le fondement peut-être
biologique de l'éthique, c'est-à-dire, l'être humain, et on a parlé ici dans les cours sur le soin des années précédentes, l'être humain a inventé, pour prolonger, comme dit Canguilhem, l'effort de la vie pour lutter contre ce qui est de valeur négative, contre la maladie et la mort, l'être humain a élaboré la médecine qui lutte contre les maux du corps. Et donc, il y a un fondement très simple de l'éthique. Je dois m'appuyer pour mes choix éthiques sur l'éthique médicale. C'est-à-dire, je dois m'appuyer sur une seule boussole, éviter la mort, éviter la souffrance, quand on ne peut plus éviter la mort. C'est extrêmement simple. Pourquoi est-ce que vous vous embarrassez de problèmes? Pourquoi est-ce que vous vous embarrassez de doctrines? C'est des problèmes biomédicaux. Risques et bénéfices, éviter la mort. Si on ne peut pas, on évite la souffrance. Et on calcule et on essaye de... Non. Oui, sauf que non. C'est qu'en fait, c'est plus compliqué et il y a des contradictions aussi à l'intérieur du soin et à l'intérieur des relations médicales, des relations dans la médecine. Et c'est en fait ce deuxième ordre de contradiction que vient aussi régler la notion de bioéthique, à tel point d'ailleurs que, comme je le disais tout à l'heure, ces contradictions entre les acteurs de la vie humaine dans la médecine elle-même, en fait, sont maintenant présentées comme l'origine même de la bioéthique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces contradictions entre les acteurs? C'est que, en fait, la médecine, en se compliquant, est une relation complexe entre des acteurs qui ne se réduisent pas, d'ailleurs, à des êtres vivants au sens organique du terme. C'est-à-dire dont on pourrait simplement calculer l'intérêt ou le plaisir et la douleur d'une façon sur une seule échelle de plaisir et de douleur, qui serait purement organique, corporel in fine, en un sens très réduit du corps d'ailleurs. Bien sûr, c'est très important de faire ça. Moi, je ne récuse pas l'utilitarisme, qui est une éthique très profonde d'ailleurs. Il y a un moment sans doute où il faut passer par le calcul des plaisirs et des peines, y compris dans une société, pour déterminer ce qui est juste. Au bout du compte, c'est peut-être ce qui est juste, peut-être ce qui est moins de souffrance que... Mais il faut de toute façon compliquer les choses et il y a des contradictions entre les acteurs qui sont aussi l'élément clé de la bioéthique. Ce que j'appelle des contradictions entre les acteurs, c'est très simple, c'est par exemple quand le point de vue du médecin, fondé sur cette éthique médicale très simple, qui consiste à éviter la mort et les souffrances, se heurte par exemple au refus du malade. Et simplement ce qu'on pourrait appeler sa liberté ou son autonomie, qui est aujourd'hui inscrite dans le droit français, presque jusqu'au bout, presque jusqu'à toutes les situations de fin de vie, à travers la loi Kouchner, par exemple, sur le droit des patients, le droit qui comprend notamment le droit du refus de traitement, le droit au refus de traitement. Ce qui veut bien dire que, finalement, la médecine n'est pas seulement une relation unilatérale d'un être humain à un autre sous le signe d'une éthique simple, même si elle est fondamentale, et c'est loin de moi l'idée de la jeter par la fenêtre, mais la médecine est aussi une relation contradictoire entre des êtres humains qui peuvent avoir différentes conceptions de leurs biens aussi, et qui donc vont être opposés dans la situation concrète de la médecine. Et il peut y avoir aussi des contradictions au nom du soin lui-même, et ce sont ces contradictions aussi qui ont... Et c'est cette découverte de ces contradictions qui a donné son origine, historiquement, rétrospectivement, à la bioéthique. Là aussi, si vous ouvrez n'importe quel livre sur la bioéthique, que vous ouvriez le que sais-je de Didier Sicard, le traité en 3 volumes d'Emmanuel Hirsch, le traité de bioéthique, ou bien, encore une fois, le petit Qu'est-ce que la bioéthique, ou le droit de la bioéthique de Jean-René Binet, bref, vous allez trouver une histoire de la bioéthique. Et qu'est-ce que vous allez trouver comme histoire de la bioéthique ?
vous allez trouver l'idée que le terme de bioéthique est apparu en 1970, qu'il en est venu très vite à désigner ce que je disais tout à l'heure, l'usage des techniques biomédicales, mais aussi les contradictions de l'éthique médicale, et la question même de l'éthique médicale, et vous allez trouver aussi très très vite que la bioéthique a en quelque sorte une préhistoire. Et que la préhistoire de la bioéthique a deux étapes majeures. La première qui est, après la Seconde Guerre mondiale, la promulgation au procès de Nuremberg en annexe au jugement sur les crimes contre l'humanité, d'un code de Nuremberg sur la recherche médicale, sur l'interdit de faire de la recherche médicale sur les êtres humains sans leur consentement. Lequel code de Nuremberg a été en quelque sorte transposé au sein d'une démocratie dans ce qu'on appelle le rapport Belmont, qui est Belmont, si on prononce à la française, qui est à l'origine des principes anglo-saxons de bioéthique et qui est un rapport produit dans ce lieu qui s'appelle Belmont, à la demande de l'administration de la santé américaine, pour réguler les expérimentations sur les êtres humains. Alors les médecins américains ne faisaient pas ce que faisaient les médecins nazis, mais néanmoins, c'était pas non plus aussi évident et immédiat qu'on aurait pu croire, et il y avait quand même des problèmes. Alors, quelle est cette préhistoire de la bioéthique, préhistoire rétrospective de la bioéthique? Le terme se trouve d'ailleurs dans Gilbert Ottois lui-même. Il dit, en dépit de cette orientation originelle, c'est-à-dire l'usage des sciences médicales, l'usage de la connaissance de la biologie, il dit la bioéthique va se développer aux États-Unis dans la proximité de l'éthique médicale, davantage centrée sur l'individu et à propos de l'expérimentation sur l'être humain. Sa préhistoire proche, c'est intéressant ce concept de préhistoire, sa préhistoire proche renvoie au Code de Nuremberg, en 1946-47, qui définit les conditions de l'expérimentation humaine dans l'esprit qui est aussi celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en exigeant le consentement informé et volontaire du sujet, le respect de la méthodologie scientifique la plus avancée. Enfin, il y a 10 principes en fait que je vous ai photocopiés d'ailleurs, si vous le distribuerez, si ça vous intéresse, le Code de Nuremberg et les principes du rapport Belmont tout à l'heure. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce Code de Nuremberg? Au fond, qu'est-ce qu'il ajoute à l'idée même de crime contre l'humanité? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Parce que vous pourrez dire, les notions de crime contre l'humanité suffit largement. Ce que faisaient les médecins nazis dans les camps d'extermination, finalement, c'était une variété d'extermination. Quelle est la différence entre le cabinet de ces médecins et la chambre à gaz qui se situait juste à côté? Eh bien, c'est, dans un certain sens, et c'est ce que vont dire des critiques de la bioéthique, en un certain sens, bien sûr, ce qu'ils faisaient n'aurait pas été possible sans la politique d'extermination et le totalitarisme. Donc, en un certain sens, la bioéthique n'est pas possible sans ce que certains philosophes ont appelé la biopolitique. Politique d'extermination au nom de la race, au nom de tout ce qu'on veut, etc. Et donc, au fond, c'est pourquoi beaucoup critiquent la bioéthique en disant d'ailleurs la bioéthique c'est du pipeau, ce qu'il nous faut c'est les droits de l'homme d'un certain côté, ou une critique radicale du pouvoir totalitaire, de la biopolitique, comme disent certains, qui rend possible un massacre de masse, etc. C'est vrai et ça n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que ça n'est pas vrai? Et ce qui est intéressant, c'est que le rapport Belmont montre bien que c'est plus compliqué, parce qu'il y a quelque chose... On est en 1978 aux États-Unis, on n'est pas tout à fait comme comme pendant la guerre à Auschwitz. On n'est pas tout à fait dans la même situation. Mais quel est le point commun? Car il y a quand même un point commun, sans vouloir confondre. Ça n'a rien à voir. Le point commun, qui est tragique et qui fait que d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est très bien raconté dans un article que j'ai omis d'apporter aujourd'hui du traité de bioéthique d'Emmanuel Hirsch, article d'un juriste,
Le point commun, il a été suscité, enfin l'obligation très claire de passer par là en est venue par les avocats des médecins nazis, qui ont voulu montrer qu'ils ne faisaient pas exactement ce que faisaient les bourreaux d'à côté. Pourquoi ? Parce que, en réalité, les médecins, même les médecins nazis, se revendiquaient du soin. Ils faisaient de la recherche médicale. Et avec le produit de leur recherche, ils allaient améliorer l'humanité. Et donc, en un certain sens, l'évidence de leur crime fait que la bioéthique est une éthique tout court. C'est-à-dire, vous ne pouvez juste pas faire ce que vous voulez à n'importe qui. Mais le principe au nom duquel se faisaient ces crimes révèle une contradiction possible à l'intérieur de toute recherche médicale. C'est-à-dire le fait que la recherche du bien lui-même au nom de la médecine ne peut pas se faire de n'importe quelle façon. Et c'est pourquoi ces principes valent encore, y compris en démocratie, précisément parce que il y a là quelque chose qui ne relève pas du calcul relatif des plaisirs et des peines, mais plutôt d'une contradiction absolue dans la relation de soins elle-même. Et c'est pourquoi, au fond, le premier principe de la bioéthique dans les rapports américains ou dans le Code de Nuremberg, c'est le consentement libre et éclairé, certes, ça vient après, mais le consentement tout court de la personne à qui l'on veut faire du bien, même si on veut lui faire du bien d'ailleurs. Et a fortiori, bien sûr, quand on s'en sert comme d'un moyen, ou quand on veut le torturer au nom du bien que ça peut produire pour d'autres êtres humains, etc. Ou quand on nie son humanité, etc. Donc, d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'on considère que le Code de Nuremberg n'est pas seulement une annexe du procès de Nuremberg, comme une autre ? Pourquoi est-ce que la bioéthique n'est pas seulement une annexe du crime contre l'humanité ? C'est parce qu'elle dégage un type de crime très particulier qui est dans la contradiction même de la médecine, dans son acte même. Or, d'une certaine façon, ces contradictions sont l'objet réel de la bioéthique, d'une certaine façon. C'est-à-dire que au fond, les techniques médicales, et c'est pourquoi la recherche biomédicale est ici de nouveau impliquée, les techniques médicales ne font pas seulement apparaître des nouveaux problèmes philosophiques sur la vie humaine. Par exemple, qu'est-ce que la vie, la mort, le parent, la femme, l'homme, etc. De façon réflexive, comme ça, sur le fond d'une doctrine abstraite. La religion de l'un permet ci, l'autre permet pas ça, etc. Bon. Mais les techniques médicales ne font pas apparaître seulement des nouvelles représentations de la vie, elles font apparaître des nouvelles relations aux vivants, entre les vivants. Qu'est-ce qui se passe entre des parents d'intention, comme on dit, et des donneurs ? Qu'est-ce qui se passe entre un patient dans le coma, un médecin, des proches, des personnes de confiance, etc. Au fond, les techniques médicales, les techniques biomédicales nouvelles font apparaître aussi de nouvelles relations médicales, de nouvelles relations entre les êtres humains, y compris dans un contexte général de droit et de respect des droits de l'homme. Et donc, elles font surgir aussi de nouvelles contradictions, des contradictions imprévues. Des contradictions imprévues, peut-être des contradictions qui sont solubles, peut-être pas. C'est pas forcément au nom du sens de la vie humaine qu'on va dire on peut se servir de la GPA ou pas, ou bien on peut interrompre le traitement ou pas. Ça peut être simplement au nom du respect de l'un ou de l'autre, et des deux, et de toutes les relations qui peuvent être impliquées dans telle et telle situation, qu'on va dire là aussi bioéthique. Et donc, d'une certaine manière, la bioéthique ne consiste pas seulement à traiter les contradictions entre les éthiques, comme des doctrines contradictoires, des doctrines différentes et opposées, mais aussi à traiter des contradictions entre les êtres humains dans une même situation éthique. Et
Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est au fond comment préserver les relations entre les personnes, comment préserver tous les acteurs qu'implique une situation de bioéthique, qui va être une situation morale liée à la médecine, qui est de plus en plus complexe. Comment préserver, par exemple dans la parenté, comment préserver, comment ne pas faire de tort à aucun des acteurs de cette relation. Sachant que dans les acteurs, par exemple, il y aura maintenant le donneur de sperme, éventuellement la donneuse d'ovocytes, les enfants qui peuvent être envisagés comme voulant ou ne voulant pas avoir une relation avec le donneur ou avec la donneuse, etc. Et donc, d'une certaine manière, la bioéthique est là aussi pour régler l'ensemble des relations entre les êtres humains dans une situation créée par la recherche médicale. De ce point de vue-là, le code de Nuremberg donne une base très très minimale. Il s'agit de ne pas torturer, même au nom de la recherche, finalement. Bon. Mais on voit bien pourquoi ça a été développé ensuite. Et le rapport Belmont lui évoque 3 principes, qui eux-mêmes sont devenus 4 dans le traité qui fait encore autorité dans le monde anglo-saxon sur la bioéthique. Et on cite toujours le principalisme, c'est-à-dire la bioéthique anglo-saxonne s'appuie sur 4 principes de bioéthique. Bon. Alors, ces principes, je vais les citer, là aussi je les avais photocopiés pour vous les distribuer la version originelle dans le rapport Belmont. Dans le rapport Belmont, il y a 3 principes. Il y a le principe d'autonomie de la personne à qui avec laquelle, il faudrait dire, et non pas sur laquelle on fait de la recherche médicale. C'est la question du consentement, finalement. Il y a le principe de bienfaisance, qui est le fait qu'on doit lui faire du bien. Principe de bienfaisance qui, déjà dans le rapport Belmont, comprend une version négative. La maxime d'Hippocrate, est-il dit dans le texte de 78, la maxime d'Hippocrate, ne faites pas de tort, donc on ne nuisez pas. Et depuis longtemps, le principe fondamental de l'éthique médicale. Il se trouve que dans l'éthique anglo-saxonne, qui est très férue de ces principes, ils ont donc dédoublé, donc maintenant dans les versions canoniques, là aussi dans tous les manuels de bioéthique, si vous êtes dans le cours de bioethics dans une faculté de médecine américaine, vous aurez 4 principes. Vous aurez autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, qui est devenu très curieusement un principe. Bon, mais c'est pas devenu ça, comme il s'est dit même en 79 ou 78, ça l'a toujours été. Et le principe de justice. Qui doit recueillir les avantages de la recherche et qui doit emporter le fardeau? C'est une question de justice au sens de la distribution équitable ou encore de qui le mérite. Il y a injustice lorsqu'une personne se voit refuser certains avantages auxquels elle a droit sans une bonne raison ou lorsqu'un fardeau est imposé excessivement. Et donc, si vous voulez, une question de justice sociale, c'est une question de répartition du bien que l'on fait ou de la non-malfaisance que l'on peut faire. Pourquoi est-ce que cette question de la justice est intéressante? Elle est intéressante parce que, précisément, elle étend la question de la relation et des contradictions possibles, qui, en effet, est l'enjeu de la bioéthique. C'est pour ça que c'est une éthique au second degré. Vous pouvez toujours dire qu'il est éthique de faire ceci ou cela, mais après, il faut regarder comment les gens s'en servent dans la société et si c'est utilisé de manière juste ou pas juste, comme un instrument de pouvoir, comme réparti de manière égale ou inégale, etc., etc. Et donc, au fond, l'idée, c'est que ces questions de justice ne sont pas extérieures à la bioéthique. C'est pas des questions. Il n'y a pas la bioéthique comme sorte d'éthique appliquée à la médecine, et puis après, il y a les questions de justice sociale ou de sécurité sociale. Non. L'ensemble de ces questions relationnelles, au second degré, en quelque sorte, définit la bioéthique. Pas des questions secondaires, c'est pas dehors, c'est pas après. C'est dedans et maintenant, en quelque sorte. C'est par principe
à l'intérieur de la bioéthique. Si vous regardez d'ailleurs les avis du Comité consultatif national d'éthique, qui a été créé avant les lois de bioéthique, mais qui a été recréé par les lois de bioéthique, c'est-à-dire qu'en 2004, la loi de bioéthique a créé une nouvelle institution qui est l'Agence de biomédecine, mais a aussi recréé le comité d'éthique, lui a redonné des principes, il a été créé lui en 83. Et c'est évidemment essentiel, c'est-à-dire que précisément parce que l'éthique, la bioéthique est politique, elle passe par des institutions. Évidemment, on peut définir l'espace de la bioéthique quelque part entre la science et la loi. C'est-à-dire qu'il y a un problème posé par la science, il va être à la fin réglé par la loi, mais entre les deux, il faut réfléchir. Et donc, ces institutions-là sont... Enfin, l'institution, en tout cas, du comité d'éthique en France, a des défauts et elle peut être considérée comme... Encore une fois, vous allez trouver des critiques des deux côtés. Elle va être critiquée par des gens qui pensent qu'il y a une éthique. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé un comité d'éthique ? Ça existe, l'éthique. Il suffit de l'appliquer. C'est éternel, c'est immuable. Effectivement, si l'éthique est une chose immuable appliquée à des problèmes qui sont tous très pas simples forcément, mais néanmoins qui ne créent pas de nouvelles questions éthiques, moi, il n'y a pas besoin de comité d'éthique. Et puis les gens qui pensent que le comité d'éthique est déjà trop éthique, et il met trop de barrières éthiques à quelque chose qui relèverait simplement des droits de l'homme et du citoyen d'une manière tout à fait générale. Donc il y en a, encore une fois, là, vous trouverez toujours à la fois ceux qui disent qu'il y a trop d'éthique dans le comité d'éthique et ceux qui disent qu'il y en a trop peu. D'ailleurs, c'est plutôt bon signe, dans un certain sens, c'est plutôt rassurant. C'est-à-dire que quelque part, ça montre que c'est sans doute genre des choses un peu nécessaires. Mais vous voyez bien que le comité d'éthique, il ne va pas seulement, si vous regardez ses avis, en un sens, il est prévu pour régler les contradictions de type 1, c'est-à-dire ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, en principe, en France, vous avez des personnalités qui sont censées représenter les familles spirituelles et philosophiques. Donc, vous en avez, par exemple, pour 4 religions, dont 2 chrétiennes, et la laïcité, disons. Il y a un représentant de l'islam, un représentant du catholicisme, un représentant d'ailleurs, c'est pas le bon terme, enfin bon, du protestantisme et du judaïsme, et puis voilà. Bon. Mais en réalité, c'est 5 sur 40 personnes, le reste étant des juristes et des médecins. En fait, ça vous dit bien que le comité d'éthique n'est pas tellement là pour régler, n'est pas seulement là pour régler les conflits entre les valeurs ou entre les cultures. Bien sûr, il est là pour aménager un espace de discussion démocratique entre les représentatifs, un petit peu de ceux-là, mais il est aussi là pour examiner, avec des médecins et des juristes et un peu de sciences de l'homme, les enjeux relationnels des nouvelles questions médicales. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et il y a toujours, dans presque tous les avis du comité d'éthique, et là aussi certains vont dire c'est vraiment par politesse, simplement par... ça masque, ça révèle une naïveté ou une sorte de problème sous-jacent. Il y a toujours une remarque sur l'aspect économique ou social du problème. C'est-à-dire, vous avez un sujet, n'importe lequel, je peux vous parier que vous ne trouverez jamais un avis synthétique du comité d'éthique, en tout cas si pas trop sur un point précis, qui ne disent pas, et en plus, il faut regarder les coûts pour la sécurité sociale, ou bien le coût pour la société, et la prise en charge, et quel problème, etc., ou pas, quel problème. En plus du reste. Mais justement, ça n'est pas en plus, c'est-à-dire que ça fait partie du problème. Et donc il peut y avoir une contradiction. Par exemple, à dire ça, bon, ça pose pas de problème éthique, mais oui, mais alors est-ce qu'on le rembourse ? Ou est-ce qu'on le prend en charge, etc. À ce moment-là, est-ce que ça, c'est un problème éthique ? Eh bien, oui. Et donc, la question de la contradiction, elle doit être prise dans toutes ces dimensions. Et donc, d'une certaine façon, la bioéthique, ce sont les nouveaux problèmes créés à l'éthique médicale et qui révèlent les contradictions entre les acteurs de la relation médicale dans des situations compliquées par des facteurs techniques nouveaux. Ça n'est pas tout à fait la même chose que le conflit entre les doctrines. La question de l'arrêt de traitement, bien sûr, certains vont invoquer, au nom de leur autonomie, certains vont invoquer des doctrines. Vous devez respecter ma doctrine. Par exemple, moi je pense, et en invoquant les mêmes mots, c'est-à-dire au nom de la dignité, certains vont dire, au nom de la dignité, il faut interdire
tout arrêt actif de traitement, et d'autres vont dire au nom de la dignité, il faut me laisser faire ce que je veux, et si je veux faire comme si... Donc, le mot ici compte assez peu en fait, mais la question c'est plutôt le principe, c'est-à-dire comment réguler, au nom de quoi réguler les relations entre les uns et les autres et leur revendication de légitimité dans la décision. Bon. Donc il y a un conflit de doctrine, mais il n'y a pas seulement un conflit de doctrine, il y a une contradiction structurelle entre les acteurs de la vie humaine dans les situations de bioéthique un peu compliquées, et compliquées par les aspects techniques. Mais compliquées inévitablement par des aspects techniques qui eux-mêmes ne sont pas des inventions barbares pour compliquer la vie humaine. C'est quand même des inventions de soins. Bon. Avec parfois des dilemmes très compliqués, justement sur l'expérimentation, comment est-ce qu'on fait pour expérimenter un nouveau médicament. Bon. Donc du coup, le code de Nuremberg qui était assez simple, hein, quand même, bon, il a fallu l'énoncer à un moment, maintenant c'est devenu très compliqué. Comment est-ce qu'on régule une expérimentation médicale? Il suffit pas il y a des protocoles beaucoup plus compliqués que le code de Nuremberg, même si le code de Nuremberg fait face aux cas les plus tragiques et qui n'ont certainement pas disparu. Donc, voilà le deuxième aspect de la bioéthique. Ce qui est intéressant, ce qui est même très important, c'est de comprendre que ce deuxième aspect de la bioéthique est là, et ce sera finalement le troisième temps là, pour aujourd'hui. Il a des conséquences philosophiques. Finalement, il a une portée inattendue. C'est-à-dire que ce deuxième aspect de la bioéthique, en fait, je dirais même qu'il y a trois aspects intéressants. D'abord, en fait, c'est lui qui permet de répondre au premier. Si on était juste, encore une fois, dans le conflit entre les doctrines, on serait dans un problème de tolérance démocratique. Bon. Mais, en réalité, il faut examiner les relations entre les acteurs. Deuxièmement, ces relations entre les acteurs, elles donnent lieu à des principes qui, en effet, qui peuvent être soumis à une évolution, mais qui constituent ce que j'appellerais le corpus de la bioéthique, les catégories de la bioéthique. Catégories de la bioéthique. Je vais prendre un exemple, tout de suite. Parce qu'il est au cœur, cet exemple, des controverses sur la procréation assistée, par exemple. C'est le concept de don. Pourquoi est-ce que le don est si central ? Le don, comme on dit parfois, anonyme et gratuit. En tout cas, on a envie de répéter gratuit, alors que normalement, il n'y a pas de don qui ne soit pas gratuit. Ça fait partie de l'idée même de don qui soit gratuit. Bon. Comment est-ce que le concept de don est arrivé dans les catégories de la bioéthique au point d'être une des catégories cardinales de la bioéthique, en France et ailleurs, peut-être. Peut-être même pas la seule, mais il y en a d'autres. Il y a une construction progressive d'un corpus de catégories de la bioéthique dans lequel le don est tout à fait central. Finalement, si on suit l'évolution du droit français, le don n'est pas seulement arrivé dans le droit de la bioéthique français en tant que don, je dirais, c'est-à-dire en tant que modalité du transfert de quelque chose à quelqu'un, et ici sur la bonne volonté gratuite et sans contrepartie, sinon disons sous le signe de la charité ou de l'altruisme. Pas seulement ça en réalité. Bien sûr, il y a de ça, mais ça n'est pas seulement ça. C'est ça qui est tout à fait intéressant. C'est un élément essentiel, mais ça n'est pas le seul. En réalité, si on suit l'histoire des lois de bioéthique françaises, on s'aperçoit que le don est un principe de la bioéthique en France, non seulement par rapport à celui à qui on donne, mais surtout par rapport à celui qui donne. Comme respect de la personne, non pas tant de la personne à qui est donné, par exemple, un organe, ou du sang, ou du sperme, ou un ovocyte, ou je sais pas quoi,
mais surtout en raison du respect de la personne qui donne. Pourquoi ? Parce qu'en France, en tout cas, c'est pas pareil ailleurs. Hein. Dans le droit anglo-saxon, c'est un peu plus compliqué, précisément. Et là, c'est là qu'on touche à un problème fondamental aussi de la bioéthique. Le concept de don est lié à l'idée fondamentale en France, dans le droit français, que le corps humain n'est pas une propriété. Que le corps humain n'est pas un bien marchand. Et que les produits du corps humain ne sont pas des biens. Et que donc, même si j'en ai envie, je n'ai pas le droit de vendre les parties de mon corps. Ce qui d'ailleurs est une question qui se pose aussi à propos de la prostitution. Vous avez deux catégories de féministes. Les féministes qui disent « je fais ce que je veux avec mon corps », qui peuvent en arriver à justifier la prostitution, et des féministes qui disent « il y a un respect de mon corps qui fait que je ne peux pas le vendre ». Et c'est ce deuxième principe qui fonde en réalité l'éthique du don en France, au moins autant que l'altruisme. Et ça, c'est très intéressant et même important. C'est-à-dire, je ne peux pas vendre les parties de mon corps. Je ne peux pas tirer profit de mon sperme, de mon sang. Et si, néanmoins, on en a besoin, comment je fais ? Il faut le donner. Mais le don n'est pas seulement lié au fait de l'altruisme par rapport à autrui, il est lié au fond à l'idée qu'en donnant une partie de mon corps, je fais un geste qui ne contredit pas le fait que mon corps n'est pas à moi, mais est une partie de moi. Finalement, je ne fais pas de mon corps une chose au sens du droit, c'est-à-dire un bien marchand, mesurable. Je fais un geste un peu comme un sacrifice de moi-même. Je donne justement une partie de moi-même, et non pas un bien extérieur à moi-même que je pourrais monnayer. Et donc, au fond, je ne contredis pas le respect de la personne, de ma personne, pas seulement d'autrui. Et ça, c'est vraiment tout à fait important dans l'idée. D'ailleurs, la question du don apparaît dès 1994 dans une loi sur le respect de la personne. Et ce qu'on critique beaucoup en France sous le nom de marchandisation, qui est un des objets de controverse majeurs dans les lois de bioéthique, c'est l'idée précisément que quand on marchandise, non seulement on fait courir un risque à autrui qui, s'il n'a pas les moyens de s'acheter aura du mal, etc., mais en plus, on fait évidemment violence au respect de la personne qui donne, même si elle veut vendre. C'est pour ça que le droit de la bioéthique est assez prescriptif en France. Donc on trouve toujours cette idée, mais finalement, la question c'est qu'est-ce que c'est que mon corps ? Est-ce que mon corps est une chose dont je peux faire ce que je veux ? Ou bien est-ce qu'il est mon être dont je ne peux pas faire ce que je veux, précisément parce qu'il me définit au-delà même de ma volonté ? Et là, c'est un peu compliqué. Si je veux vendre mon rein, pourquoi est-ce qu'on m'en empêche ? Non. Je dis pas que je dis pas que moi je défendrai certainement pas la thèse que mon corps est un objet, mais en même temps je pense qu'il faut prendre conscience du fait qu'elle peut être défendue non pas seulement par des méchants qui vont s'en servir pour marchandiser, etc., mais au nom d'une philosophie extrême de la liberté, du fait que mon corps est à moi, je fais ce que je veux. Et de quel droit faites-vous intrusion dans mon rapport à mon corps ? Hein ? Et il y a eu des philosophes récents en France, beaucoup, qui ont défendu ces positions, sur la prostitution comme sur le don d'organes, etc. En disant, évidemment, si d'autres commencent à m'exploiter avec ça, c'est un autre problème. Mais si dans mon consentement libre, j'avais envie de faire ça, pourquoi pas ? C'est aussi la question sur la mère porteuse, d'ailleurs, dans le débat sur la GPA. Si elle consent librement et de façon éclairée à faire commerce enfin en tout cas à mettre son corps à disposition contre, même certains vont dire même à le donner, pourquoi l'en empêcher ? Donc ça c'est une question. Bon. On ne va pas la traiter aujourd'hui, mais disons que ça rentre dans cette question. En tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est que la catégorie du don est
fait partie des catégories de la bioéthique. Peut-être d'ailleurs qu'elle elle peut être contestée. Est-ce que c'est la meilleure catégorie? Est-ce qu'elle permet de comprendre tous les problèmes? C'est pas sûr du tout. Il faut l'adapter. C'est pas du tout pareil de donner du sperme ou de donner du sang, tout simplement parce que dans le sperme, au bout du compte, il y a un enfant qui va naître, il y a une transmission de caractère, etc. Bon. Mais inversement, il y a des cas spécifiques, il y a des problèmes spécifiques qui se posent pour le don d'organes, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un donneur décédé? Est-ce qu'on peut considérer qu'un mort est un donneur? Quelqu'un meurt et on dit c'est un donneur, malgré tout. Il est mort. Ben oui, mais c'est un donneur décédé et c'était quand même un donneur. Pourquoi? Parce voilà, c'est compliqué la question du consentement présumé de la loi de 74, je crois, et en évolution, etc. Mais néanmoins, on présume de ses intentions et puis on interroge ses proches. Et en un certain sens, c'est ses intentions à lui qu'on examine. Il est mort, mais c'est quand même lui qui est considéré comme donneur. Donc, ça veut bien dire que d'une certaine façon, je ne dis pas si c'est bien ou pas, ce que je suis en train de dire, c'est que le concept de don a construit le problème de la bioéthique. Il a construit une épaisseur d'un problème. Et c'est pas juste est-ce qu'on croit que c'est bien ou pas bien, c'est qu'il y a un corpus qui s'est construit. C'est que les êtres humains dans nos sociétés ont construit une grille, en quelque sorte, intellectuelle. Elle vaut ce qu'elle vaut. Bon. Et donc, ce que je pense intéressant, c'est de considérer la bioéthique comme une construction sociale, politique, morale, mais par petits bouts, parfois contradictoires, surgissent de problèmes différents, et avec des catégories qui sont soumises à des épreuves assez rudes. Vous avez le concept de don, ça paraît très simple, mais quand il s'agit de don d'organes après un accident mortel, quand il s'agit du don de gamètes, etc., quand il s'agit de don d'embryons, quand il s'agit du don de... Voilà, c'est des catégories qui sont soumises à une épreuve sismique, un peu rude, dans certains cas de bioéthique précisément. Il y a d'autres catégories, évidemment, tout à fait centrales dans la construction de la bioéthique. Mais ce qui est intéressant, c'est donc... Et voilà, ça c'est le deuxième enjeu de ces catégories. Et le troisième et dernier enjeu qui est tout à fait important, c'est qu'au fond, on peut se demander ce qui est premier dans la bioéthique. C'est-à-dire, est-ce que c'est une philosophie de la vie, au sens d'une doctrine de la vie, qu'ensuite on applique à la médecine? Ou bien est-ce que c'est pas plutôt la médecine qui, peu à peu, par sa complication dans une société démocratique, en plus, avec des principes surgit aussi d'autres types de violences entre les hommes, etc., comme dans le cas de Nuremberg, est-ce que c'est pas la médecine qui nous apprend ce que c'est que la vie humaine, qui nous oblige à le chercher, en quelque sorte? Est-ce qu'on a une philosophie de la vie et après on l'applique à la médecine, ou est-ce que plutôt les situations médicales nous placent au cœur des contradictions de la vie humaine et nous obligent à l'inventer une éthique humaine? Donc moi je suis clairement du second côté de la question, hein. Ça paraît clair, hein. Si je pose la question c'est parce que j'ai une réponse. C'est pas du tout sûr que ce soit la bonne, mais en tout cas c'est ça mon problème. Donc moi ce que je voudrais faire, c'est sur la base de ça. La semaine prochaine on regardera la construction des lois de bioéthique en France, puis la semaine d'après aussi, sur le cas de l'AMP en particulier, de l'assistance médicale à la procréation. Et puis la dernière séance, je voudrais la consacrer à un ou deux cas de fin de vie, à la fois pour rejoindre cette question de l'arrêt de traitement, et puis la question du cas que j'avais annoncé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et bien sûr, s'il y a des questions, on en parle.